Copernic et qui se conclut par Newton, avec ces deux personnages capitaux dont je vais parler aujourd'hui, qui sont Kepler et Galilée. Donc, ces ouvrages sont parus, comme vous le voyez, en français. Ils sont traduits quelques-uns en quelques langues, et donc les éditions de la Lepre ont eu la gentillesse donc, de commencer par traduire en italien la Parrucca di Newton. Aujourd'hui, donc, je vous parle de l'Occhio di Galileo, et je crois que l'année prochaine, j'aurai le bonheur de voir Il bastone di Euclide, également traduit dans la langue italienne. Allora, il signor Favaro ha accennato alla sua attività da scrittore. Oggi parlerà dell'Occhio di Galileo, che fa parte di una serie di 6 romanzi storici che sono stati scritti nel corso degli ultimi 12 anni. Il progetto era di raccontare l'evoluzione delle idee tra uomo più universo in questa serie di romanzi storici, a partire dall'antichità greca, come con il bastone di Euclide, che si svolge per lo più nella biblioteca Alessandria, e l'ultimo che è il Le Rendez-vous de Vénus se déroule au XVIIIe siècle, dans ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Quindi al XVIII secolo ci sarà questo ultimo libro che racconterà il post-Newton, l'astronomia dopo Newton. Ci sono 4 romanzi intermedi, tra cui anche l'Occhio di Galileo. Molti di questi romanzi sono stati tradotti in alcune lingue, in Italia è la Lepre che se n'è incaricata. Donc pour se concentrer sur l'Occhio di Galileo, les deux personnages, les deux protagonistes, vous le voyez, donc, sont Galileo Galilei et Johannes Kepler, avec, donc, vous voyez, leur date de naissance et de mort respective. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont réellement des contemporains. Quindi i 2 protagonisti di questo libro di cui parleremo stasera, l'Occhio di Galileo, sono Keplero e Galileo Galilei, che sono 2 contemporanei, come potete vedere nello slide. Alors, puisque ce roman est aussi un roman, c'est un roman d'hommes, mais également un roman d'idées, les idées que l'on pouvait se faire à l'époque sur l'organisation de l'univers, il y a également 3 autres protagonistes que je vais présenter. Ce sont en fait 3 systèmes du monde qui étaient en compétition à cette époque. Ce qu'on appelle un système du monde, c'est un modèle que l'on se fait sur l'organisation générale de l'univers. Quindi questo romanzo racconta le idee che ci sono sull'organizzazione dell'universo. Oltre ai 2 protagonisti che abbiamo appena citato, ci sono altri 3 protagonisti che sono i 3 sistemi del mondo che sono in competizione. I sistemi del mondo sono dei modelli. Donc le premier système du monde, c'est le système dit géocentrique, attribué à Ptolémée, qui avait été élaboré au IIe siècle après Jésus-Christ, à Alexandrie précisément, dans lequel on appelle cela le système géocentrique, car le monde était censé être centré sur la Terre, absolument immobile au centre du cosmos, c'est l'ensemble de l'univers devait tourner donc autour de la Terre selon des cercles. Mais les observations astronomiques déjà assez développées à cette époque avaient poussé les astronomes et les mathématiciens grecs, et notamment donc Ptolémée, à imaginer un système assez complexe. Vous pouvez avoir un petit peu une idée sur l'image de droite, dans lequel, pour expliquer les détails des mouvements planétaires, il y avait en fait des combinaisons. Parleremo è quello geocentrico di Tolomeo, che è stato elaborato nel II secolo d.C. a Alessandria.
è centrato sul fatto di una Terra immobile nel centro dell'universo che descrive dei cerchi, ma le teorie hanno spinto già i matematici greci a elaborare un sistema un po' più complesso, come si vede nell'immagine di destra, détaillant les mouvements planétaires circulaires. Le deuxième système du monde, c'est le système de Copernic, que l'on dit héliocentrique, puisque vous savez que le début donc, de cette grande révolution astronomique a consisté à dire que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, en tout cas au centre du système solaire, et que la Terre est une planète comme les autres, et ceci donc est raconté dans le livre qui s'appelle Le secret de Copernic, et a été publié donc en 1543 par cet astronome polonais Nicolas Copernic. Il secondo sistema di cui parliamo è quello eliocentrico di Copernico, che concepisce che la Terra non è al centro dell'universo, ma si tratta del Sole, e la Terra non è altro che un pianeta come gli altri, e questo è raccontato nel libro del signor Luminet che si chiama Il segreto di Copernico. Alors le vieux système de Ptolémée imprégnait tellement les idées sur l'organisation de l'univers depuis 15 siècles qu'évidemment lorsque le système de Copernic a été publié, peu de gens l'ont compris et encore moins l'ont accepté. Donc en fait, un troisième système a été proposé par un grand astronome danois qui s'appelait Tycho Brahe, qui est l'un des héros de l'un des romans de cette série-là. On peut appeler ça le système géo-héliocentrique, car Tycho Brahe était un extraordinaire observateur du ciel. Il vivait avant l'invention de la lunette de Galilée, mais il avait fait construire un palais observatoire, dont on a un aperçu sur l'image de gauche, dans lequel il a fait des observations pendant 30 ans, d'une très grande précision. Le problème, c'est donc qui lui permettait de se rendre compte que le système de Ptolémée n'expliquait plus correctement ses propres observations. Mais Tycho Brahe ne voulait pas encore accepter le système de Copernic, et donc il avait proposé un système intermédiaire, une sorte de compromis entre l'ancien système et le nouveau. Et vous pouvez voir effectivement dans le schéma de droite que l'on a encore la Terre immobile au centre du cosmos, avec la Lune et le Soleil qui tournent autour, mais en revanche, les planètes tournent autour du Soleil, et c'est un compromis assez astucieux qui, en fait, satisfaisait plutôt les ecclésiastiques, puis comme vous le savez, le modèle de Copernic semblait contredire en première lecture l'interprétation des Saintes Écritures, tandis que le système de Tycho Brahe permettait à la fois de concilier la lecture des Saintes Écritures et les données astronomiques de l'époque. Il terzo sistema di cui parleremo è quello geo-eliocentrico di Tycho Brahe, che non accettava la visione di Copernico, che però non poteva più accettare neanche quella di Tolomeo perché non rappresentava più correttamente il sistema, e quindi quello di Tycho Brahe è un compromesso tra i due sistemi, come potete vedere a destra, di una Terra che è con il Sole al centro del cosmo e il pianeta che gira attorno al Sole. Così Tycho Brahe riesce a conciliare le Sante Scritture e le visioni astronomiche nuove. Alors comme je dis, ce roman c'est un roman sur les idées, mais aussi un roman sur les hommes. Et donc dans les deux images suivantes, je vais vous présenter rapidement en fait la jeunesse de Kepler et de Galilée,
simplement pour illustrer les milieux sociaux extrêmement différents et les parcours extrêmement différents de ces deux personnages. Galileo Galilei est le fils donc d'un lettré, Vincenzo Galilei, qui était un compositeur, un musicien, un théoricien de la musique, ce qui fait que dès son enfance, Galileo Galilei baignait dans un milieu culturel très développé, et avec notamment une culture importante au niveau de l'esthétique. Vous savez que l'esthétique a toujours joué un très grand rôle dans l'immaginazione scientifique. Quindi il romanzo commentato stasera è il romanzo delle idee ma anche di uomini, come si vede nell'immagine che si svilupperà man mano. Ci sono percorsi diversi per questi due personaggi che sono Keplero e Galileo. Galileo era il figlio di un compositore che si chiamava Vincenzo Galileo, quindi è vissuto e cresciuto in un ambiente culturale molto sviluppato e soprattutto per quanto riguarda l'estetica che è stata molto importante per lui. Alors vous savez que Galilée est considéré à juste titre comme l'un des plus grands astronomes de l'histoire, mais je vais peut-être vous surprendre en vous disant que avant l'année 1609, qui va représenter en fait l'épisode central du roman, Galilée n'était pas astronome. Il était avant tout physicien et expérimentateur. Donc j'ai mis ici quelques étapes en fait du travail de Galilée avant qu'il n'utilise la lunette pour observer le ciel. Donc vous voyez que très tôt, il s'intéresse à la fabrication d'instruments et il imagine des expériences de physique. Très jeune, il reconstruit la balance d'Archimède. Il a évidemment des dons en mathématiques, ce qui est essentiel dans ce métier. Et donc, il présente un exposé assez étonnant sur la géographie de l'enfer de Dante, pour lesquels il donne des mesures de dimension. Et grâce à ça, il obtient une chaire de mathématiques à l'université de Pise. Comme vous le savez, c'est à Pise qu'il commence à faire les expériences sur la chute des corps. Alors il est possible que les expériences des deux corps lancés depuis la tour pour vérifier qu'ils arrivaient en même temps sur le sol n'aient pas effectivement été réalisées, mais en tout cas il a au moins fait rouler des boules sur des plans inclinés pour mesurer les temps de chute et commencer en fait à fonder les lois de la mécanique classique qu'il va commencer donc à enseigner. Et il sera également toujours très impliqué dans certains aspects d'application militaire de ses découvertes et de ses inventions. Et en fait, l'un de ses plus grands succès, avant de devenir astronome, c'est l'invention de ce qu'on appelle le compas de proportion. Vous voyez ici une reproduction, qui est une sorte d'ancêtre de la règle à calculer. Ça permettait de faire beaucoup de calculs pratiques, et donc avec beaucoup d'usages pratiques. Et il va vendre cet instrument avec un assez grand succès commercial. Donc ces quelques lignes illustrent le génie pratique et empirique de Galilée et le fait qu'il sait réellement également vendre en quelque sorte son génie pour progresser dans sa carrière de scientifique. Quindi Galileo Galilei, prima del 1609, che sarà il centro del romanzo L'occhio di Galileo, non era un astronomo, ma ha sviluppato piuttosto delle teorie e degli esperimenti matematici e meccanici, come potete vedere la bilancia di Archimede, oppure ha dato delle misure geometriche all'inferno di Dante, e altri esempi che potete vedere nella scheda che dimostrano che
era un genio pratico e in grado di vendere i suoi esperimenti. Par contraste, Johann Kepler est né dans le sud de l'Allemagne, d'un milieu extrêmement modeste. Sa mère tenait une petite auberge et son père était un mercenaire engagé dans des troupes qui allaient batailler un petit peu partout dans l'Europe. Né dans un milieu non pas catholique mais luthérien, ça va jouer un rôle très important dans la suite de la vie de Kepler. Et puis également, Kepler est né prématuré à 7 mois, donc avec pas mal de problèmes de santé qui également influenceront une bonne partie de sa vie. Allora, invece Kepler è nato a sud della Germania, in un ambiente molto modesto. Il padre era mercenario, la madre era cambiera, di confessione luterana. È nato prematuro a 7 mesi e quindi ha avuto parecchi problemi di salute. Alors donc quelques informations sur la jeunesse de Kepler. Donc comme je l'ai dit, santé très fragile, une très mauvaise vue, ce qui peut paraître étonnant pour celui qui va devenir l'astronome de l'empereur, aussi avec Galilée le plus important astronome de son temps. Mais comme on le verra, en fait, l'œil astronomique de Kepler va être essentiellement l'œil théorique de son cerveau. Et en fait, l'un des propos du livre, c'est de montrer comment l'œil théorique peut parfois aller plus loin que l'œil physique, même aidé par le télescope. La jeunesse de Kepler n'est pas du tout, dans ce milieu quand même socialement très défavorable, n'est pas du tout destinée à devenir un grand savant, puisqu'il travaille d'abord comme ouvrier agricole et il garde les cochons jusqu'à l'âge de 12 ans. À 6 ans tout de même, il est impressionné par le passage d'une grande comète. Et puis il a la chance de pouvoir être envoyé à l'école, tout simplement, qui est un séminaire protestant. Et là, immédiatement, son génie éclate. Ses professeurs sont stupéfaits que cet enfant, issu d'un milieu aussi modeste, et des facultés intellectuelles dans tous les domaines aussi extraordinaires. Donc il est accepté dans la grande université réformée de l'époque, qui est l'université de Tübingen. C'est dans cette université qu'il va recevoir l'enseignement d'un professeur de mathématiques qui s'appelle Michael Mestlin et qui va lui enseigner l'astronomie copernicienne. Et donc très tôt, Kepler va être un adepte, un défenseur de l'astronomie copernicienne. Alors que Galilée attendra de nombreuses décennies avant d'être convaincu par l'astronomie copernicienne. Juste pour finir sur cette jeunesse de Kepler, Kepler ne se destinait pas à devenir le grand astronome et mathématicien qu'il est devenu. Il voulait être pasteur, parce qu'il avait une foi luthérienne extrêmement intense. Mais en fait, on l'a empêché de devenir pasteur en le nommant professeur de mathématiques à l'université de Graz, en Autriche, en pays ennemi, c'est-à-dire en pays catholique. Kepler aveva una cattiva vista, quindi problemi di salute e una vista che non mi permetteva di osservare il cielo come potevano farlo gli altri astronomi. L'occhio di Kepler era quindi più teorico che non fisico, ma il libro appunto racconta come questo occhio teorico può vedere più lontano dell'occhio fisico, anche se aiutato dal telescopio. Kepler non era destinato all'astronomia, ha avuto la fortuna di poter andare a scuola dove ha seguito degli studi
e dove si è rivelato essere un genio. Poi questo l'ha portato a poter assistere ai corsi all'università, dove ha avuto corsi da Michael Maeslin e presto si è rivelato un difensore della teoria copernicana, come non è stato Galileo. Era molto credente e intendeva diventare pastore, però essendo diventato molto bravo, essendosi rivelato molto bravo in matematica, è stato nominato a professore all'Università di Graz in Austria, ed era pure una sede cattolica, quindi nemica la sua fede di luterano. Alors, le premier contact entre Kepler et Galilée est un contact épistolaire, comme le seront tous leurs contacts futurs, à l'occasion de la publication par le jeune Kepler d'un ouvrage, Mysterium Cosmographicum, qui signifie en fait le secret du monde, dans lequel Kepler imagine un modèle géométrique assez fascinant, faux bien entendu pour l'époque, mais un modèle nouveau du système solaire qui est un système copernicien. Et en bon scientifique, il envoie quelques exemplaires de cet ouvrage, dont il est très fier, aux grands astronomes de son temps. Il envoie donc à Tycho Brahe, l'astronome danois, dont je vais reparler, et il envoie évidemment à Galilée. Et Galilée lui répond donc par une lettre très brève, datée donc du 4 août 1597, dans lequel Galilée le remercie de lui avoir envoyé le livre. Il ne l'a pas encore eu le temps de le lire, et il lui dit que lui-même a supporté le système de Copernic depuis des années. En réalité, Galilée triche un peu, parce qu'on sait que lorsque Galilée devait enseigner les mathématiques et l'astronomie, il enseignait Ptolémée, par prudence envers les autorités ecclésiastiques, et il faudra attendre l'année 1613 pour que, pour la première fois, Galilée prenne position officiellement en faveur du système de Copernic. Donc en fait, il supportait le système de Copernic, mais secrètement. Il primo contatto che ci fu tra Kepler e Galileo fu un contatto epistolario in occasione della pubblicazione del libro Mysterium Cosmographicum, che Kepler pubblicò e mandò ai vari grandi astronomi del suo tempo. In quell'occasione Galileo rispose a Kepler in una lettera famosa che è datata 4 agosto 1597, nella quale ringrazia Kepler per l'esemplario pur non avendolo letto, e dice che anche lui è un sostenitore del sistema copernicano, ma che insegna invece Tolomeo. Nel 1613 per la prima volta Galileo prenderà posizione a favore del sistema copernicano. Lorsque de son côté le grand astronome Tycho Brahe reçoit le livre de Kepler, il est très impressionné par ce génie mathématique et il lui demande de venir travailler avec lui. Tycho Brahe, à cette époque, a été nommé Mathematicus de l'empereur Rodolphe, donc l'équivalent poste du ministre de la Recherche du Saint-Empire romain germanique. Il travaille donc à Prague, et Kepler va effectivement quitter son poste à Graz et se rendre à Prague pour travailler avec Tycho Brahe. Leur collaboration durera 18 mois. Quindi Kepler mandò anche un esemplare di Mysterium Cosmographicum a Tycho Brahe, che fu molto impressionato dal genio matematico di Kepler e gli chiese di venire a lavorare con lui a Praga, dove svolgeva la funzione di Mathematicus. Quindi Kepler
andò a Praga a lavorare con Tycho Brahe e questa collaborazione durò 18 mesi. Alors une collaboration difficile et chargée de beaucoup de disputes, puisqu'en fait Tycho Brahe fait venir Kepler en espérant que Kepler va donner une démonstration mathématique du système géo-héliocentrique dont j'ai parlé tout à l'heure, le compromis que Tycho Brahe avait imaginé entre le vieux système de Ptolémée et le nouveau système de Copernic. Tandis que Kepler, au contraire, voulait utiliser la masse énorme de données observationnelles obtenues par Tycho Brahe pour prouver le système de Copernic. Donc forcément, il n'était pas d'accord. Fu una collaborazione difficile perché Tycho sperava che Keplero desse al suo sistema eliogeocentrico una dimostrazione matematica, quando invece Keplero era intenzionato a sfruttare la mole enorme di dati raccolti da Tycho. Il faut attendre donc en fait la mort brutale de Tycho Brahe en l'an 1601 pour que les choses changent, et de fait le roman L'Occhio di Galileo commence précisément au moment des funérailles quasiment nationales, tellement Tycho Brahe était un astronome admiré, qui ont lieu donc à Prague. Bisognerà aspettare il 1601 e la morte brutale di Tycho Brahe per che cambino le cose, ed è infatti l'inizio del romanzo L'Occhio di Galileo che si apre proprio col funerale quasi nazionale di Tycho Brahe. Et donc Kepler va devenir à son tour mathématicien impérial à la cour de l'empereur Rodolphe, c'est-à-dire il va prendre le poste que Tycho Brahe tenait. Alors il est dans cette ville de Prague, à la cour de Rodolphe. Il est très important de remarquer de se souvenir que Rodolphe était un souverain qui admettait à sa cour d'abord les trois religions, ce qui à cette époque était tout à fait remarquable. Il admettait aussi bien les luthériens que les catholiques, que les juifs, alors que dans les autres pays, il y avait des guerres de religion. Donc c'était un souverain assez tolérant. Et c'était également un souverain, ça va jouer un rôle important pour la suite, qui était passionné par les arts. Il avait notamment accueilli à sa cour le fameux peintre italien Arcimboldo. Vous reconnaissez le fameux portrait de l'empereur, qui s'appelle Vertumnus par Arcimboldo. Et il avait également accueilli à sa cour des mages, des astronomes, des astrologues. Et donc Rodolphe était le protecteur à la fois des arts, des sciences et des lettres. Ce qui va donc créer un climat favorable pour le développement des idées, des nouvelles idées. Quindi Keplero successe a Tycho Brahe al posto di matematico imperiale alla corte di Rodolfo a Praga. Questo imperatore Rodolfo è molto tollerante, una sua qualità che ha fatto che a Praga erano accettati sia i luterani che i cattolici che gli ebrei, che è una cosa notevole per il tempo, e che era anche appassionato per delle arti, quindi ad esempio ha accolto alla sua corte Arcimboldo, di cui potete vedere un famoso ritratto di Rodolfo. Ha accolto anche astrologhi e astronomi, quindi era un protettore delle arti, della scienza e della letteratura, ciò che permise di stabilirsi in un clima positivo per Kepler. Voilà, je voudrais maintenant dire quelques mots sur les difficultés que Kepler a toujours rencontrées, les difficultés sociales qu'il a toujours rencontrées.
Je vous dis qu'il était issu d'un milieu extrêmement modeste et toute sa vie, il traînera cela. De fait, Tycho Brahe était lui un riche seigneur aristocrate et j'ai trouvé cette peinture où l'on voit dans un environnement assez luxueux Tycho Brahe ici faire une démonstration d'astronomie ou d'astrologie à l'empereur Rodolphe. Le difficoltà di Keplero furono essenzialmente sociali, cioè le sue difficoltà sociali si sentissero per tutta la sua vita, essendo nato in un ambito modesto. Invece Tycho Brahe era molto abituato all'ambiente lussuoso nel quale si trovava in qualità di matematico imperiale, e lo potete vedere in questo quadro in cui sta facendo una dimostrazione di astrologia a Rodolfo. Alors, de par ses origines aristocratiques, Tycho Brahe a toujours bénéficié de la faveur des rois, des princes et des empereurs. Il avait donc des demeures luxueuses, des châteaux merveilleux qui lui étaient offerts. Par contraste, Kepler, issu donc de ce milieu si modeste, même s'il va occuper le même poste d'astronome impérial, ne connaîtra pas ces mêmes conditions. Contraste avec cette image montrant cette fois-ci Kepler toujours avec Rodolphe, visiblement dans un environnement un peu moins luxueux, et notamment les vêtements de Kepler sont extrêmement simples par rapport aux vêtements de Tycho Brahe. Quindi Tycho Brahe era favorito anche in corte per la sua posizione e aveva questi ambienti lussuosi nei quali poteva vivere, invece Kepler, che svolse la stessa funzione alla corte, non viveva nelle stesse condizioni, come potete vedere in questo riquadro in cui c'è di nuovo Rodolfo et Kepler in un ambiente molto più spaziato. Alors un deuxième exemple que je suis allé chercher il y a quelques années quand je suis allé à Prague sur les lieux où ont vécu ces protagonistes. Vous voyez ici l'une des maisons, qui était un véritable palais, qui avait été offerte par l'empereur à Tycho. Une maison qui se trouvait notamment tout près du grand château de Prague où vivait l'empereur. Et par contraste, une très modeste maison dans la basse ville, loin du château, dans laquelle était logé Kepler, sur laquelle on trouve encore malgré tout une petite plaque disant que Kepler a vécu ici, mais donc dans un milieu vraiment beaucoup plus modeste, tout en occupant, je répète, le même poste que Tycho Brahe. Ecco un altro esempio che raffigura due abitazioni che sono vicino a Praga. In quella di sinistra viveva Tycho, era una dimora che era stata regalata a Tycho da parte di Rodolfo, e invece a destra avete l'abitazione in cui visse Kepler, sempre a Praga, nella bassa città, pur svolgendo la stessa funzione. Avevano due abitazioni totalmente diverse. Alors pour revenir maintenant à la science, il est vrai que avec son poste de mathématicien impérial, Kepler bénéficie de toutes les observations que Tycho Brahe a accumulées pendant 30 ans, ce qu'on peut appeler le trésor de Tycho Brahe, c'est-à-dire donc la masse de données observationnelles sur les positions des planètes au cours du temps, sur lesquels donc Kepler va se mettre à travailler d'arrache-pied pendant 8 ans pour résoudre le mystère de l'orbite de Mars, qui présentait des caractéristiques très compliquées. Quindi tornando alla scienza, Kepler aveva accesso a tutte le osservazioni di Tycho Brahe, quelle che aveva raggruppato per 30 anni di osservazioni del cielo, che possiamo chiamare il tesoro di Brahe, e Kepler se ne è servito per osservare l'evoluzione dei pianeti. Donc grâce à son génie mathématique, Kepler parvient à résoudre
le problème de l'orbite de Mars et des planètes en général, pour produire en 1609 l'un des plus importants ouvrages de l'histoire de l'astronomie, Astronomia Nova, Nouvelle Astronomie, dans laquelle notamment il découvre les lois des trajets planétaires, des orbites autour du Soleil, selon lesquelles en fait les orbites sont des ellipses et non pas les cercles. Une révolution extraordinaire dans l'histoire de l'astronomie, des lois dites de Kepler qui sont toujours utilisées aujourd'hui dans l'astronomie moderne. Quindi grazie alle osservazioni di Tycho Brahe, Kepler riesce a risolvere l'enigma delle orbite di Marte, che sviluppa nell'astronomia nuova e nella quale in quest'opera sviluppa le sue leggi, quindi la prima sull'orbite ellittica di Marte. L'Astronomia Nova, un livre extraordinairement complexe pour l'époque, pratiquement personne ne le lit et pratiquement personne ne le comprend. Même Galilée ne comprendra jamais réellement l'astronomie nouvelle de Kepler, puisque Galilée n'acceptera jamais l'idée des orbites elliptiques des planètes. Mais surtout, 1609, c'est la même année où va se produire un autre événement astronomique majeur, qui va dépasser en fait le travail de Kepler, c'est évidemment l'utilisation de la lunette par Galilée. Quindi Astronomia Nuova è un'opera complessa per l'epoca che fu poco letta e poco capita e non fu neanche capita da Galileo, che non riusciva ad accettare l'idea di un percorso ellittico dei pianeti, anche perché nel 1609 fu il momento di un altro avvenimento importante per l'astronomia, che fu l'uso e l'invenzione da Galileo del cannocchiale. Alors je rappelle que la lunette a d'abord été inventée par des opticiens hollandais comme une sorte de jeu. On met deux lentilles l'une devant l'autre, on grossit deux fois à peine les images et on peut regarder ce qui se passe chez le voisin ou dans le port d'à côté. Lorsque Galilée entend parler de cette invention, avec son génie empirique et son génie de l'instrumentation, Galilée comprend assez vite qu'on peut améliorer l'instrument. Donc il fait tailler par les verriers de Murano, Galilée travaillant à cette époque à Venise, bien entendu, il fait tailler des lentilles de formes différentes, un petit peu au hasard, parce que comme vous allez le voir, on ne comprenait pas encore le fonctionnement de la lunette, pour obtenir en fait des instruments de meilleure qualité. Et les premiers instruments qu'il utilise pour faire des démonstrations publiques, non pas encore pour observer le ciel, mais à des fins pratiques et notamment militaires, ont lieu le 21 août 1609, l'histoire est bien connue, une observation au premier étage du palais des Doges et puis une observation au sommet du Campanile, dans lequel, devant le Doge de Venise, Galilée montre qu'avec une lunette qui maintenant grossit 6 fois, et non plus 2, on peut observer les navires venir de loin, et donc notamment si les Ottomans, la flotte turque menace la République de Venise, on aura plusieurs heures d'avance pour se préparer à la bataille. Allora, il primo cannocchiale non fu creato da Galileo, ma fu un'invenzione di ottici olandesi che crearono due lenti di fronte, mettendo due lenti di fronte, un cannocchiale che dava la possibilità di ingrossare 2 volte l'immagine. Galileo vede questa invenzione e col suo genio dei macchinari riesce a sviluppare e migliorare questo strumento, facendo lavorare anche i maestri del vetro di Murano.
In questo modo migliorò il cannocchiale e fece il suo primo esperimento pubblico il 21 agosto 1609, una volta osservando il bacino di San Marco dal Palazzo Ducale e la seconda volta dal Campanile. Quindi il primo scopo di questo cannocchiale era presentato al Doge per poter avvistare prima dell'occhio nudo le navi ottomane che arrivassero. Toujours avec son génie instrumental, Galilée va continuer à améliorer les performances de la lunette. Il en fait fabriquer une soixantaine et les meilleures d'entre elles arriveront à grossir 30 fois. Et la date capitale pour l'astronomie, c'est à l'automne 1609, où pour la première fois, Galilée pointe cette fois-ci la lunette vers le ciel. Et en quelques mois, il va faire toutes ces découvertes extraordinaires qui vont changer l'histoire de l'astronomie, puisqu'il va voir ce que l'œil humain non équipé d'un télescope ne peut pas voir. Quindi il genio strumentale di Galileo porta a nuovi miglioramenti di questo cannocchiale, ne produrrà una sessantina e il migliore di loro potrà ingrossire fino a 30 volte l'immagine. Fino all'autunno 1609, che fu un momento importantissimo per l'astronomia, perché per la prima volta Galileo gira il cannocchiale verso il cielo. Comme vous le savez sans doute, Galilée commence par démontrer que la Lune ressemble à la Terre parce qu'elle a du relief, c'est-à-dire il y a des montagnes et des vallées, ce qui apparaît donc sur ces dessins de la main même de Galilée, dans lesquels on voit le découpage particulier entre l'ombre et la lumière, qui est le signe qu'il y a des irrégularités à la surface de la Lune. Quindi una delle prime osservazioni fu di dimostrare che la Luna e la Terra erano molto simili, perché la Luna aveva dei rilievi, quindi delle montagne e delle valli, come possiamo vedere su questa immagine. Autre observation capitale, l'observation de taches sur le Soleil, l'observation d'un grand nombre d'étoiles que l'on ne voit pas à l'œil nu, et puis évidemment la découverte fondamentale de 4 petits objets brillants qui tournent autour de la planète Jupiter, ce que Galilée appellera les planètes médicéennes, en l'honneur de son protecteur, Médicis, et que Kepler plus tard appellera satellites, les satellites de Jupiter. Un'altra osservazione che fece furono le macchie solari, quindi sul Sole, più un certo numero di stelle, e inoltre 4 oggetti scintillanti attorno a Giove, che poi Galileo chiamò Medicee e che Kepler chiamò i satelliti. Ces observations posent problème à l'astronomie et à la philosophie de cette époque, qui est encore gouvernée par la physique d'Aristote. Et dans la physique d'Aristote, il était inimaginable de penser que la Lune puisse avoir du relief, car on considérait que la Lune faisait partie du ciel qui était censé être parfait, et que la Lune donc devait être une sphère parfaite sans relief, de même que le Soleil ne pouvait pas être taché, de même que Jupiter ne devrait pas avoir de satellites, et de même qu'il ne devrait pas y avoir d'étoiles invisibles, car dans cette cosmologie aristotélicienne appuyée par l'Église, les étoiles étaient là pour décorer le ciel, et ça n'avait aucun sens d'imaginer qu'il y ait des étoiles invisibles. Queste osservazioni sono problematiche per l'astronomia e la filosofia dell'epoca, perché a quell'epoca tutto si basava su Aristotele, che faceva dell'universo un mondo perfetto nel quale il Sole non poteva essere macchiato, la Luna non poteva non essere perfetta e Giove non poteva avere satelliti in più, neanche stelle nascoste potevano esistere. Quindi tutto il cosmo aristotelico è messo in dubbio dalle osservazioni di Tycho.
Donc, comme vous le savez sans doute, Galilée publie le résultat de ses observations, une simple description sans interprétation, notamment pas d'interprétation en faveur de la théorie copernicienne, description magnifiquement simple et claire de ses observations dans cet célèbre ouvrage Sidereus Nuncius. Quindi Galileo pubblica i suoi risultati, però non fornisce nessun tipo di interpretazione, non si dice a favore di Copernico, e queste osservazioni sono raggruppate nel messaggero celeste che è il Nuncio Siderius. Et c'est alors que, donc, 15 ans après leur première correspondance, une deuxième correspondance entre Galilée et Kepler commence, puisque évidemment Galilée envoie le Sidereus Nuncius à Kepler. Kepler lit cet ouvrage, il est totalement enthousiasmé parce qu'il comprend que Galilée a enfin la preuve que le système de Copernic c'est le bon. Et Kepler, en une semaine, rédige une magnifique réponse qui s'appelle donc une dissertation cum nuncio sidereo, une conversation avec le messager céleste dans lequel il prend parti pour Galilée, bien entendu. Dans cet extraordinaire petit ouvrage, Kepler propose même que bientôt des hommes hardis, qui sont en fait des astronautes, exploreront l'univers, le nouvel univers découvert par Galilée, avec des vaisseaux spatiaux. Ils se partageront le travail. Il dit Galilée s'occupera de la Lune et Kepler s'occupera de Mars. Kepler legge questo Nuncio Siderio di Galileo e fornisce una risposta che è la conversazione con Nuncio Siderio, nel quale programma che degli astronauti potrebbero andare a visitare il cosmo. Alors tout cela c'est bien beau, mais vont commencer des difficultés, parce que Galilée n'arrive pas vraiment à convaincre les autorités religieuses, par exemple ici le pape, et les astronomes de son époque, qui sont essentiellement des jésuites, donc des ecclésiastiques, de la réalité de ce que l'on voit à travers la lunette. Cette réalité est trop gênante. Et Galilée ne sait pas vraiment expliquer rationnellement le fonctionnement de la lunette. Et donc ses contradicteurs lui disent « Rien ne nous prouve que ce n'est pas la lunette qui produit des illusions d'optique, et donc ce n'est pas la vraie réalité du ciel que vous observez. » Però Galileo non riesce a convincere né il Papa né gli ecclesiastici, perché la sua visione del mondo disturba la visione religiosa dell'epoca e non riesce a spiegare in modo razionale il funzionamento del suo cannocchiale, quindi ipotizzano che potessero essere dei problemi legati alla lente. Et c'est alors que l'œil théorique de Kepler va prendre le relais de l'œil physique de Galilée pour expliquer le fonctionnement de la lunette. Très vite, Kepler comprend, grâce à son ami Gesenius, qui est en fait le médecin de l'empereur, que la structure de l'œil humain par exemple, c'est un système optique qui ressemble au télescope. Et donc Kepler comprend le fonctionnement du télescope en comprenant le fonctionnement de l'œil humain, et dès 1611, il publie un ouvrage majeur qui est le premier traité d'optique expliquant tous les phénomènes, rayons lumineux qui passent à travers des lentilles convexes qui convergent vers le foyer
auquel on voit des images agrandies. Et donc il va justifier la pertinence des observations de Galilée. E qui subentra l'occhio teorico di Kepler che spiega il funzionamento del ranocchiale, in parte grazie all'aiuto di Gesenius, che era medico dell'imperatore, e al parallelo tra il funzionamento dell'occhio e il funzionamento del sistema ottico del telescopio, fino al 1611, anno in cui pubblicò un libro che si chiama Ottica e che spiega tutti i funzionamenti delle lenti in parallelo con l'occhio. Maintenant, une illustration de ces tempéraments très différents de Galilée et de Kepler. Galilée est, bien entendu, caractère toscan, et il est également assez jaloux de ses propres découvertes. Il n'aime pas trop les divulguer. Au contraire de Kepler, qui lui voudrait réellement faire connaître son propre travail, mais aussi le travail de Galilée. Alors notamment, Kepler demande par lettre toujours à Galilée de lui fournir une lunette astronomique pour que lui-même puisse vérifier, en tout cas avec ses assistants, puisque lui ne peut pas vraiment regarder le ciel, pour qu'il puisse vérifier confirmer tout ce que Galilée a vu. Et Galilée ne veut pas. Et en fait, il veut l'exclusivité de ses observations. En plus, il se méfie, il est reconnaissant à Kepler d'avoir trouvé les lois de l'optique qui justifient ses observations, mais il se méfie quand même de lui, ne serait-ce que parce que Kepler est un luthérien. Et puis, Kepler a eu une mauvaise réputation d'astrologue, parce que Kepler est obligé de pratiquer l'astrologie pour mieux gagner sa vie, et Galilée n'aime pas cela du tout. Alors malgré tout, Kepler va se débrouiller pour obtenir une lunette, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de la République de Venise à Prague. Et en septembre 1610, il va pendant 2 nuits observer le ciel avec ses assistants, et il va confirmer évidemment toutes les observations de Galilée, et c'est dans ce petit traité qu'il utilise pour la première fois le mot satellite. Le mot satellite, comme on l'utilise tous les jours aujourd'hui dans l'astronomie, vient de Kepler. Keplero e Galileo hanno 2 temperamenti molto diversi, quindi Galileo ha un carattere forte, toscano, ed è molto geloso delle sue scoperte, che non vuole divulgare. Invece Keplero è tutto il contrario, vorrebbe veramente diffondere le sue conoscenze. Quindi Keplero chiede a Galileo il suo ranocchiale e questa richiesta viene rifiutata da Galileo, che non vuole, sempre per il fatto dell'esclusività delle sue scoperte. Invece Keplero riesce comunque a procurarsi un ranocchiale tramite l'ambasciatore della Repubblica di Venezia, e nel 1610 osserva il cielo con i suoi assistenti a Praga. Un deuxième exemple que je n'ai pas le temps de développer, que je juste mentionne sur le tempérament étrange de Galilée vis-à-vis de Kepler, c'est que Kepler demande à Galilée aussi de le mettre au courant des nouvelles observations, parce que Galilée continue à améliorer ses instruments, et il va faire de nouvelles découvertes qui n'étaient pas publiées dans Sidereus Nuncius. Et de fait, Galilée découvre 2 choses nouvelles très importantes. Il découvre que la planète Vénus a des phases. C'est très important parce que ça élimine définitivement le système de Ptolémée, dans lequel Vénus ne peut pas avoir de phase. Et puis, il observe autour de la planète Saturne 2 étranges bosses. 50 ans plus tard, on comprendra qu'il s'agit des fameux anneaux de Saturne. Et ces découvertes-là, il va les communiquer à Galilée sous forme d'anagrammes, absolument d'anagrammes en latin, avec des lettres complètement mélangées,
et qui sont absolument incompréhensibles. Et donc il y a une scène du roman, une scène véridique, où Kepler, pendant des mois, s'escrime à essayer de déchiffrer, de trouver un sens à ces anagrammes-là, et il ne trouvera pas la solution de ces anagrammes. Un secondo esempio che accenniamo soltanto è il fatto che Kepler chiede a Galileo degli aggiornamenti sulle nuove scoperte e le sue nuove osservazioni del cielo. Come ad esempio Galileo scoprì che Venere aveva delle fasi, cosa che distruggeva completamente il sistema tollemeico, e che Saturno aveva gli anelli. Queste scoperte furono comunicate a Kepler sotto forma di anagrammi che non furono mai completamente capiti da Kepler. Je voudrais maintenant donner un exemple de l'imagination extraordinairement fertile de Kepler. Kepler est également l'auteur de ce que l'on peut considérer comme le premier roman de science-fiction. Un ouvrage qu'il n'a pas publié de son vivant, mais qu'il avait fait circuler sous forme de copie manuscrite. Cela s'appelle Le Songe, Somnium, ou l'astronomie lunaire. C'est un ouvrage dans lequel il imagine que des hommes se rendent sur la Lune, peu comme les astronautes aujourd'hui, et depuis la Lune, d'abord ils décrivent ce nouveau monde, avec des habitants, des cavernes, des montagnes, etc. Mais surtout c'est un prétexte pour décrire le système solaire d'un autre point de vue que la Terre, et donc pour supporter encore davantage le système de Copernic, puisque depuis la Lune, on va voir tourner la Terre autour du Soleil. Un esempio dell'immaginazione di Kepler è il suo romanzo, che potrebbe essere considerato il primo romanzo scientifico di fizione, di science fiction, che circolò solo sotto forme di copie manoscritte, che si chiama Il Sogno, e che è il racconto di un mondo sulla Luna che viene descritto e che in realtà è solo un pretesto per descrivere il sistema solare da un altro punto di vista che quello terrestre. Alors Kepler était coutumier de ce genre de rêves ou de songes qu'il aimait raconter autour de lui, et l'un des chapitres de l'Occhio di Galileo raconte en fait un rêve que Kepler a fait, mais qu'il raconte comme si c'était la vérité d'un voyage sur Mars. Et je vais vous expliquer pourquoi. Kepler era solito raccontare dei sogni, tra cui uno che è raccontato anche nell'Occhio di Galileo, il libro di stasera, che è un viaggio su Marte. Alors quand on se rend encore aujourd'hui à Prague, on va visiter l'extraordinaire petit cimetière juif que vous voyez là. Dans ce cimetière, on trouve notamment deux tombes. Une tombe d'un personnage extrêmement important, qui est un contemporain de Kepler, qui s'appelait le Maharal, qui était en fait le grand rabbi juif de Prague, le rabbi Lévi. Donc vous voyez ici Yehuda Liva ben Bekalel, qui était son nom complet, le rabbi Lévi, qui est décédé en 1609. Une deuxième plaque, c'est l'un des disciples du rabbi Lévi, qui s'appelait David Gans. David Gans a été un assistant de Kepler, et Kepler a fréquenté le rabbi Lévi. Or, on attribue à ce fameux rabbi la fabrication du fameux golem. Vous savez, ce personnage fictif, bien entendu, un personnage magique, fait d'argile, que l'esprit du rabbi, en gravant des lettres sur son front, pouvait animer. Donc il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de ce golem construit par le rabbi Lévi. Quando si va a Praga solitamente si va anche a visitare questo piccolo cimitero ebreo nel quale si trova la tomba di questo Maharal, anche chiamato Rabbi Levi, morto nel 1609,
e la tomba anche del suo assistente, che è David Gans, che collaborò con Keplero. Rabbi Levi è l'autore di una statua d'argilla chiamata Golem, che era un'invenzione, un personaggio magico che con delle lettere scritte sulla fronte si animava. Et donc Kepler rêve qu'il se rend un jour chez le Maharal, il lui demande d'animer pour lui le golem, il monte sur les épaules du golem et le golem l'emporte à travers les espaces et le dépose sur Mars. Et une fois que Kepler est sur Mars, qu'est-ce qu'il rencontre sur Mars? Il rencontre les fantômes de tous les grands astronomes du passé. Tycho Brahe, qu'il retrouve, avec qui il s'était tant disputé, et puis les grands astronomes de l'Antiquité, Aristarque de Samos, Hipparque, Ptolémée, Copernic, et tous l'accueillent comme le grand astronome de l'époque. Et Kepler va découvrir, au milieu de ce chœur céleste qui va chanter l'harmonie des sphères, va découvrir une pièce extraordinaire dans laquelle il va voir représenter son système du monde, c'est-à-dire le nouveau système solaire qu'il a inventé avec notamment les orbites elliptiques des planètes et l'harmonie universelle qui régit ce système. Alors, pour vous donner une idée, cette fois-ci plus littéraire, de la façon dont j'ai pu écrire certains passages de ce roman-là, Myriam, juste après la traduction, va vous lire donc en italien un bref passage raccontant cet épisode. In questo sogno che è raccontato nel libro e che verrà letto da Myriam dopo, Keplero si reca dal Maharal che anima per lui il golem, e questo golem lo porta sulle spalle fino a Marte, dove Keplero incontra i fantasmi dei grandi astronomi passati, quindi Tycho Brahe, ma anche Tolomeo, Copernico, che lo accolgono come il grande astronomo del tempo. E in questo mondo marziano Keplero scopre una stanza straordinaria nella quale il suo sistema solare viene rappresentato con l'armonia universale di tutte le sue teorie. Keplero vide un'immensa sala ornata da 100 finestre di cristallo limpido da cui entrava la luce del giorno e in cui, su uno sfondo di fini mosaici, si vedeva l'immagine dell'universo. Al centro della corte brillava un sole dorato. Tutto intorno pianeti di pietre preziose. Venere, uno smeraldo verde brillante, la Terra un opale, Marte un rubino, gli altri di materiali mai visti prima. Davanti a tali gioie l'Etiopia arrossiva e l'India si sentiva povera. Cosa ancora più straordinaria, le loro orbite, raffigurate da lingotti d'argento, non formavano cerchi perfetti, ma si erano allungate fino a formare delle ellisse attraverso un procedimento allora molto in voga fra i pittori. Un trompe-l'œil per cui la figura si modifica secondo la posizione di chi guarda, detto anamorfosi. Il coro delle anime invisibili di Aristarco, Ipparco, Tolomeo e Copernico si levò improvviso. Quella di Tycho, dal tono più basso, si unì a loro in un canto polifonico più bello del salmo più divino. Al suono di quella musica i pianeti si misero in movimento. La loro velocità ora accelerava, ora diminuiva, a seconda che si avvicinassero o si allontanassero dal Sole. Tutto intorno a loro un'altra sfera di crisoliti brillava al posto delle stelle fisse. Era l'unica a non girare. In questo maestoso balletto di minerali, da cui scintillavano 1000 fuochi, niente era simmetrico, eppure tutto era meravigliosamente ordinato. Ecco il grande segreto della natura. La sua bellezza non risiedeva solo nella geometria delle forme, ma nella loro armonia. Ogni globo, per quanto piccolo, muovendosi cantavi al pari di un angelo. Era la musica delle anime immortali.
Mancavano solo due note, quella di Mercurio, cioè di Keplero, e quella del Sole. Chi sarebbe stato l'astronomo dei tempi futuri destinato a rischiarare l'intero mistero cosmografico? Voilà, donc merci Myriam. Donc ce passage montre aussi un aspect, peut-être l'aspect le plus fondamental de la pensée astronomique de Kepler, c'est la notion d'harmonie, l'harmonie du monde. Kepler est fasciné par cette notion de juste proportion. Et notamment, il pense que Dieu, ayant conçu l'organisation du système du monde, et Dieu étant le plus grand des géomètres, l'organisation des planètes doit obéir à des lois harmoniques qui ressemblent aux lois de l'harmonie musicale. Et dans son traité majeur, qu'il publie en 1619 et qui s'appelle donc Harmonices Mundi, l'harmonie du monde, c'est un traité à la fois d'astronomie puisqu'il y décrit pour la première fois une loi fondamentale de l'astronomie, qu'on appelle la loi harmonique, troisième loi de Kepler, qui est encore utilisée aujourd'hui pour faire des choses aussi extraordinaires que de mesurer la masse de trous noirs invisibles ou les caractéristiques de planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, mais il définit également des échelles musicales associées, selon lui, aux orbites elliptiques des planètes. Et bien en fait, ce traité astronomique et musical de Kepler va influencer toute la musique occidentale à travers le travail d'un théoricien de la musique, Andreas Werkmeister, qui, quelques dizaines d'années plus tard, va définir de nouveaux systèmes musicaux, notamment les gammes tempérées. Et vous savez sans doute que le grand Jean-Sébastien Bach utilisera justement ces nouvelles échelles pour composer le clavier bien tempéré, et à partir de là, la musique classique occidentale connaîtra une nouvelle phase de son évolution. Quindi questo passaggio che è stato letto da Miriam rappresenta il pensiero di Keplero e soprattutto illustra bene il suo fascino per l'equilibrio e l'armonia del mondo. Quindi questo ci porta al 1619, anno in cui fu pubblicato Armonia del Mondo, che è un trattato astronomico che riprende le leggi dell'armonia, quindi ad esempio quella della gamma temperata, che fu all'origine di opere musicali come ad esempio quella di Andreas Werkmeister e della tastiera ben temperata di Bach. Même chose avec l'influence sur l'architecture de l'art baroque. À partir des ellipses de Kepler, les architectes, notamment le Bernini, commencent à construire pour la première fois des voûtes de forme elliptique. Et la première voûte elliptique inspirée directement par le traité de Kepler est l'église de Saint-André du Quirinal à Rome, où l'on voit donc ces ellipses pour la première fois apparaître dans le ciel des églises et non plus seulement le ciel des étoiles. Anche l'architettura fu influenzata da questi scritti, come ad esempio l'arte barocca, come possiamo vedere nell'immagine che c'è sullo schermo, ad esempio il Bernino che creò delle volte ellittiche, ad esempio qua al Quirinale. Alors, donc ceci n'est qu'un aspect des innombrables aventures qui se poursuivent dans le roman que je ne vais évidemment pas vous raconter maintenant. Je voudrais simplement mentionner que la suite de la vie de Kepler a été extraordinairement difficile, un mélange à la fois de publications scientifiques extraordinaires, notamment ce qu'on appelle les tables rudolphines, qui vont être de nouvelles tables astronomiques fondées sur son astronomie à lui et qui vont considérablement améliorer les connaissances géographiques et astronomiques, notamment utiles pour les navigateurs, mais aussi le fait que Kepler va perdre la protection de l'empereur Rodolphe, qui va être en fait remplacé par son frère Ferdinand,
Et Ferdinand est un catholique fanatique qui va donc expulser Kepler, qui va se retrouver sans travail. Kepler, pour vivre, va être obligé de faire des horoscopes. C'est ça que, par exemple, l'horoscope que Kepler a dû faire pour le duc de Wallenstein, qui était l'un des principaux généraux de la guerre de 30 ans, Kepler va être effectivement totalement impliqué dans cette affreuse guerre de 30 ans qui va ravager tous les pays de l'Europe du Nord. Et puis ici, une brève allusion à un épisode extraordinaire du roman, un épisode réel. C'est la mère de Kepler, elle va être accusée de sorcellerie, elle va être menacée de bûcher, et Kepler va, pendant 2 ans, va abandonner son poste d'astronome pour défendre sa mère, et il réussira par effectivement son génie et son ingéniosité à sauver sa mère du bûcher. Et Kepler avait prédit lui-même sa propre mort avec son épitaphe. Kepler est mort en 1630 dans la misère, il est mort au bord d'un chemin, il a été enterré dans une fosse commune, il n'y a aucune trace de sa tombe. Et il avait imaginé cette extraordinaire devise: je mesurais les cieux, je mesure maintenant les ombres de la terre, l'esprit était céleste, si j'y l'ombre du corps. E di questi sono solo alcuni aspetti della vita di Keplero, altri sono sviluppati nel romanzo, come ad esempio il fatto delle tavole rudolfine che furono pubblicate da Keplero, oppure ad esempio il momento in cui Keplero perde l'appoggio di Rodolfo, che fu sostituito da Ferdinando, che era un cattolico, ciò che fece perdere a Keplero un po' di vantaggi che aveva con Rodolfo. Keplero dovette vivere con gli oroscopi e era anche il periodo della guerra dei 30 anni, quindi tutto questo è raccontato nel romanzo, fino alla morte di Keplero nel 1630 in povertà. E Keplero aveva già predetto la sua morte con l'epitaffio che c'è qua, quindi misuravo i cieli, adesso misuro le ombre della terra, lo spirito era celeste, qui giace l'ombra del corpo. Alors pour finir et revenir évidemment à l'autre héros qui est Galilée, je vous rappellerai que Galilée finit par adopter officiellement le système de Copernic et il publie en 1632 ce célèbre ouvrage, le dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, les systèmes du monde, le vieux système et le nouveau système de Copernic. Il prend parti explicitement pour le système de Copernic en disant que c'est la nouvelle vérité absolue, alors que les cardinaux qui avaient jusqu'à présent soutenu plus ou moins Galilée lui avait conseillé, il pouvait travailler sur le système de Copernic, mais ne pas dire que c'était la vérité, car la vérité, seuls les théologiens la détiennent, et Galilée trahit le serment qu'il avait fait de rester discret, et notamment les adversaires de Galilée pensent que dans cet ouvrage-là, il met en scène un personnage un peu simple d'esprit, Simplicio, et certains disent que c'est en fait le pape Urbain VIII qui est représenté sous ce personnage simple. Donc évidemment, le pape qui avait connu Galilée, qui avait même pris des leçons d'astronomie avec lui, se fâche, et c'est le début évidemment du procès de Galilée, avec cette représentation connue de l'abjuration de Galilée pour sauver sa propre vie. Per concludere, possiamo dire che Galileo adottò definitivamente il sistema copernicano e rese la cosa pubblica nel 1632 con un libro nel quale riconosce il sistema copernicano come la verità assoluta. Questo è contrario all'idea dei teologi che dovrebbero essere quelli che detengono la verità e hanno sempre ragione. Questa è una rottura quindi di Galileo con
il suo vecchio modo di pensare, di divulgare i suoi pensieri. Nel suo libro presenta un personaggio un po' semplice che potrebbe essere il Papa, e il Papa capisce che la religione è per lui, cosa che portò al processo di Galileo, e in questa immagine che c'è adesso possiamo vedere il famoso riquadro di Galileo che abiura. Donc comme vous le savez, après son procès, par égard pour son âge avancé, Galilée n'est pas emprisonné, il est simplement mis en résidence surveillée, où il va continuer à travailler plus ou moins en secret avec quelques assistants. Il va encore publier en secret. En fait, il va faire passer le manuscrit qui sera publié en Hollande, un ouvrage très important qui va fonder les lois de la mécanique, et il meurt en 1642. À une semaine près, c'est la naissance du bâtisseur du ciel qui va suivre, qui est le jeune Isaac Newton. Galileo, per via della sua età avanzata, non è imprigionato, ma rimane agli arresti domiciliari, tra virgolette, e continua le sue ricerche e i suoi lavori. Muore nel 1642 e il prossimo libro dei costruttori del cielo racconta gli avvenimenti che succedono da questa data in poi. Voilà, donc pour conclure avec Newton et le rapport, la filiation Kepler, Galilée, Newton, dans le roman La parrucca de Newton, je rappelle que Newton, à la fin de sa vie, il a dit cette chose étonnante: si j'ai vu plus loin que les autres, c'est parce que j'étais perché sur des épaules de géants. Alors même si dans les faits, Newton pensait que les géants dont il parlait, c'était en fait les prophètes de l'Antiquité. Il pensait que ces prophètes détenaient directement par la voix de Dieu les secrets de l'univers et que lui était le nouveau prophète. De fait, les vrais géants sur lesquels tout le travail extraordinaire de Newton repose, ce sont bel et bien Galilée et Kepler. Et on a donc cette extraordinaire trilogie qui va donc accomplir cette immense révolution scientifique et astronomique qui va changer en fait l'histoire du monde, et donc cette histoire qui est racontée dans la parrucca di Newton. Quindi per mettere in relazione questi tre grandi astronomi che sono Newton, Kepler e Galileo, possiamo fare una citazione che è di Newton, che dice: se io ho visto più lontano dagli altri è perché ero su spalle dei giganti, e i giganti sono Kepler e Galileo, e tutto questo modificherà, questo trio modificherà notevolmente la visione astronomica. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre patience. La conférence était un peu longue parce que ce système de traduction effectivement prend du temps. Je remercie beaucoup Cathy parce que c'est un travail très difficile de faire cette traduction. Je remercie Myriam pour la lecture et je vous remercie à vous tous de m'avoir écouté. Si vous avez une ou deux questions, si nous avons le temps éventuellement, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci. Allora, se avete qualche domanda da rivolgere al professor Luminet, possiamo discutere un attimo. Naturalmente chi vorrà poi avrà la possibilità, credo unica, di poter avere la copia autografata se vorrete prendere il libro. Faccio io una domanda al professor Luminet. Nei suoi volumi si raccontano delle storie, quindi sono dei romanzi che sono
dei romanzi storici in cui si mescola un po' la fantasia con la ricerca scientifica dei testi. Quanto è scienza, cioè ricerca scientifica, e quanto è fantasia nei libri che leggiamo il professor Mine? Alors, puisque ce sont des romans, il y a effectivement nécessairement une part de fiction romanesque, notamment dans certains dialogues. Il faut bien inventer des dialogues. J'essaie tout de même de les rendre les plus plausibles possibles, notamment en mettant dans la bouche des protagonistes des choses qu'ils ont pu écrire ou dire, ce qui rend donc plus réaliste les dialogues, mais il y a à certains moments quelques inventions. Ce ne sont jamais des inventions au niveau de l'histoire des sciences, qui est parfaitement respectée, mais plutôt parfois quelques extrapolations de leurs relations sociales, amicales, éventuellement amoureuses, les rivalités, les jalousies. Mais tout ça participe justement du projet romanesque qui, au-delà, évidemment, les vies de ces savants sont connues par des historiens qui ont écrit des ouvrages extrêmement précis. Mais avec ce projet romanesque, j'ai voulu toucher justement un public plus large, un public lecteur de romans et qui peut se passionner pour l'histoire de ces grands hommes. On a beaucoup d'œuvres de fiction, que ce soit en littérature, au cinéma, au théâtre, qui racontent les vies de grands personnages qui sont des hommes politiques, des rois, des princes, des militaires, des peintres, des musiciens, et presque jamais les grands savants. Et pourtant, toute l'histoire de l'humanité est incroyablement influencée par justement ces grands savants qui ont changé constamment notre image du monde et donc notre rapport avec le monde. Et donc, lorsque j'ai commencé à me passionner pour l'histoire des sciences, j'ai effectivement assez rapidement eu ce projet de faire reconnaître cette fantastique histoire des hommes et des idées qui ont changé notre façon de comprendre l'univers, mais à travers la fiction romanesque. Il professore dice che ovviamente essendo un romanzo c'è una parte di finzione romanzesca che consiste per lo più nel addobbare un po' i dialoghi, cercando pur sempre di rimanere plausibile, mettendo in bocca ai personaggi delle cose che possono aver scritto, cercando di inventare principalmente sui rapporti umani dei personaggi. Quando ha avuto questo progetto di scrivere i costruttori del cielo, si era reso conto che principalmente si scrive su dei personaggi che non sono scienziati e che quindi il suo progetto era di scrivere principalmente su dei scienziati, visto che c'era una cosa che non era fatta. Bene, allora io ringrazio naturalmente tutti per la partecipazione, ringrazio gli astrofili che mi hanno aiutato moltissimo nell'organizzazione di questa serata, ringrazio il professor Brunetti per la sua gentilezza e ci sentiamo. Grazie a tutti e buona serata.